Bien le bonjour mes amis. Je viens aujourd'hui, pour votre vidéo hebdomadaire, vous parler du placement préféré des Français, l'assurance vie française. Et oui, car en tant que résident français, vous avez le choix. Enfin, si on veut, soit vous avez moins de 125 000 euros et ce sera l'assurance vie française, soit vous avez plus de 125 000 euros et vous pouvez commencer avec l'assurance vie luxembourgeoise, mais vous n'aurez en fait accès qu'à une toute petite partie des avantages du Luxembourg. La réalité est qu'il convient par expérience d'avoir au moins 250 000 euros pour bénéficier à plein des avantages de l'assurance vie luxembourgeoise. Nous pourrons développer l'assurance vie luxembourgeoise dans une prochaine vidéo pour décrire ses avantages et inconvénients. Donc l'assurance vie française, c'est quoi? Le plus simple serait de dire que c'est une enveloppe, j'aime à dire un contenant, avec des avantages fiscaux en cas de vie, donc pendant votre vie, et en cas de décès lors de votre succession. Cette enveloppe vous permet d'investir dans une multitude d'actifs comme la dette de l'État à long terme, une bonne affaire comme vous le savez, ou encore dans des actions, des ETF, des obligations, de l'immobilier collectif, du private equity, etc. La performance dépend exclusivement de ce que vous mettez dedans. Jusqu'à là, on pourrait se dire que c'est vraiment intéressant. Le choix des supports est donc limité au choix de l'assureur. Mais pire encore, l'assureur peut décider à tout moment de ne plus référencer un fonds que vous utilisiez. Dans ce cas, vous ne pouvez plus investir sur ce support et votre stratégie est donc restreinte à la décision unilatérale de l'assureur. C'est embêtant. Je vous rappelle que les sociétés de gestion payent cher pour avoir le droit d'être représentées dans tel ou tel contrat d'un assureur. Vous n'aurez pas les meilleurs fonds, mais ceux que l'assureur veut bien vous autoriser. Par exemple, dans la plupart des cas, elle ne vous permet pas d'investir sur un ETC or. Un ETC, c'est la même chose qu'un ETF, mais pour les matières premières ou métaux précieux. En ne pouvant investir dans un ETC or, on passe à côté de 100% de performance sur les 3 dernières années, par exemple. Je rappelle en plus que l'or a un intérêt antifragile, c'est-à-dire qu'il permet de rendre, comme son nom l'indique, le portefeuille moins fragile au risque de volatilité. Dans la plupart des cas, votre contrat d'assurance vie français ne vous permet pas non plus de vous exposer aux autres devises, sauf le dollar quelquefois. D'autres préfèrent délaisser les fonds sur l'énergie fossile pour nous vendre le réchauffement climatique, alors que ces fonds vous permettent de vous protéger contre une baisse des actions. Et oui, car quand le pétrole augmente, généralement cela coûte plus cher de produire, et donc les actions ont tendance à baisser, sauf les actions gaz et pétrole qui, elles, performent et viennent donc encore une fois vous apporter un outil pour contrebalancer des mauvaises performances sur les actions dont les sociétés sont consommatrices d'énergie. Bref, je voulais déjà vous attirer sur une chose essentielle, et ce sera un leitmotiv. Avant de regarder les avantages fiscaux d'un contenant, il convient avant tout d'être attentif aux contraintes ou aux limites de ce dernier. Pourquoi? Eh bien, à quoi cela sert-il d'avoir des avantages fiscaux si vous ne pouvez pas décider de votre stratégie d'investissement? Si vous ne pouvez pas l'adapter dans le temps à cause des choix de l'assureur? À quoi cela sert-il d'avoir des avantages fiscaux si vous êtes susceptible de ne pas pouvoir disposer de votre capital? En effet, et peu de financiers en parlent, depuis le 8 novembre 2016, l'article 49 du Code monétaire et financier, je vous mettrai bien sûr le lien en description, stipule que, je cite, en cas de menace grave et caractérisée de la situation financière d'un organisme du secteur de l'assurance, assureur, réassureur, mutuelle, institution de prévoyance, le Haut Conseil de stabilité financière peut prendre les mesures conservatoires suivantes. Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris les versements. Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs. Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat. Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avance. Ces mesures sont dites temporaires et limitées, d'une durée de 3 mois renouvelable si les conditions qui justifient leur mise en place n'ont pas disparu. S'agissant de la restriction des rachats, la limitation ne peut être renouvelée qu'une fois. Ils ne peuvent donc être limités durant plus de 6 mois consécutifs. Mais j'ai une question. Comment est-ce que ça se passe si la menace caractérisée, grave et caractérisée, devait perdurer? Personne ne l'a prévu. Et c'est pas comme si on était endetté à 120% de notre PIB et qu'il n'y avait aucun danger. Non, cet article de loi a été voté en prévision de ce qui paraît inéluctable au bout du bout. Donc je prends l'exemple de nombreux retraités qui ont bourré leur contrat d'assurance vie français. Ils comptent évidemment sur ce capital pour compléter leur pension de retraite. L'État, via le Haut Conseil de stabilité financière, peut à tout moment, sur une définition
très vague et donc possiblement applicable de manière arbitraire, leur restreindre l'accès à leur capital. C'est quand même gravissime. Mais cela démontre les dangers de ne pas être propriétaire directement de ces investissements. Vous restez donc un créancier vis-à-vis de l'assureur qui, lui, détient les actifs. Autrement dit, vous n'êtes donc pas propriétaire des actifs dans l'assurance vie, vous êtes un simple créancier de l'assureur. Alors, un droit de créance, c'est quoi? C'est juste un papier qui dit que l'assureur vous doit de l'argent. Donc, s'il ne peut pas vous payer, vous êtes marron. En conclusion, votre droit de propriété est considérablement restreint et vous acceptez cela lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie français. Enfin, certains pourraient être rassurés par la promesse du capital garanti à hauteur de 70 000 euros. Ce fonds de garantie, le VGAP, j'ai envie de dire Mind the Gap, c'est exactement comme le fonds de garantie bancaire de 100 000 euros dont nous avons déjà parlé. Il ne dispose que de quelques milliards pour garantir les près de 2000 milliards actuellement investis dans les contrats d'assurance vie français. On est encore dans un mythe dont personne ne parle. Alors je résume notre contrat d'assurance vie français. Le choix des supports est limité au choix de l'assureur. L'assureur peut décider de ne pas référencer un fonds que vous utilisiez ou d'en supprimer un quand il le souhaite. Je n'ai très souvent pas la possibilité de me couvrir sur l'or, sauf exception. Je peux me voir restreindre la libre disposition de mon capital, arbitrage, rachat. Je ne suis pas propriétaire de mon capital en direct. Et enfin, la garantie de 70 000 euros semble plus que difficile à tenir. Bon moi, je sais pas, mais les avantages fiscaux ne seront pas suffisants pour me voiler la face. Alors je le dis en tant que professionnel, cette enveloppe n'a plus sa place malheureusement pour gérer votre patrimoine aujourd'hui. Après, chacun est libre de choisir. Quand on avait un endettement de 30% du PIB dans les années 80, un taux de rendement du fonds en euros à 12% et une inflation à 7%, là je ne dis pas du 5% réel, c'est-à-dire votre taux de rendement déduction faite de l'inflation, là ça claque, et sans volatilité. C'était magique. On a même des séries d'années entre 86 et 90 où le taux de rendement de ce fonds en euros était de plus de 10% avec une inflation aux alentours de 3%, soit un 7% de rendement réel. Vous vous rendez compte? Aussi bien que les actions sur le long terme. Mais aujourd'hui, les conditions me paraissent trop dégradées pour investir dans ce contenant en général et sur le fonds en euros en particulier. Alors pour rappel, le fonds en euros, c'est de la dette de l'État que vous pouvez acheter dans votre contrat. Petit vénard, investir sur un créancier insolvable qui vous garantit que votre fonds ne peut que monter sans jamais vous parler du taux réel ou du risque d'indisponibilité. Alors je suis sûr que vous attendez les avantages fiscaux de cette enveloppe. Eh bien, je ne vais pas les aborder car ils ne sont pas à la hauteur des contraintes à mon sens. On peut retrouver des avantages assez similaires sur d'autres enveloppes de capitalisation. Et en ce qui concerne la succession, eh bien, vous pouvez vous organiser différemment si vous anticipez et que vous êtes bien accompagné. Souvenez-vous, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour organiser sa transmission. Pour terminer, y a-t-il des exceptions dans lesquelles il est intéressant de conserver tout de même votre contrat d'assurance vie français? Évidemment, et cela va souvent s'adresser aux souscripteurs qui ont dépassé les 70 ans et qui ont des capitaux limités sur ce contenant au regard de leur patrimoine global. J'essaie d'attirer votre attention sur le fait que si on a trop de patrimoine sur cette enveloppe, ça devient dangereux. Mais il existe tellement de cas particuliers en la matière qu'il convient souvent d'étudier la situation au cas par cas. J'attends vos commentaires et besoins en dessous de cette vidéo et je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé cette intervention. Un petit pouce levé aide aussi au référencement. Merci à vous du fond du cœur et à la semaine prochaine pour la suite, mes amis.